Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ère du temps astrologique. Donc, comme on l'exprimait la dernière fois, on va essayer de se tenir, maintenant qu'on est trois, à essayer de faire un point sur l'année en cours pendant les quatre moments forts de l'année, donc au solstice et aux équinoxes. Donc aujourd'hui, voilà, on profite de cet équinoxe de printemps pour essayer de faire un petit point et on va commencer par regarder où est-ce qu'on en est depuis le solstice d'hiver qu'on évoquait la dernière fois. Donc la dernière fois, on était parti de ce solstice comme moment symbolique de déclenchement de l'année. Et on avait beaucoup évoqué cette fameuse Vénus qui rétrogradait avec sa conjonction à Pluton, etc. On s'était dit qu'il y avait une sorte de traversée du désert à effectuer un petit peu cet hiver. Et donc la Vénus est redevenue directe. Donc on pourrait se dire, ah ça y est, sortie du désert, il y a quelque chose qui s'ouvre, etc. Mais alors je ne sais pas comment vous le sentez vous, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas la sensation n'est pas partagée par tout le monde et il y a de bonnes raisons astrologiques pour cela. Donc, on va essayer de regarder un petit peu tout ça et puis de voir où est-ce qu'on en est collectivement. Et puis, on resserrera comme ça sur l'individu à mesure. Voilà la carte du solstice d'hiver qu'on avait évoquée la dernière fois. Alors, dans ce solstice d'hiver, ce que nous avions vu, c'est-à-dire qu'il nous donnait des informations sur toute l'année astronomique et on avait vu qu'il y avait une conjonction Pluton-Vénus quasiment exacte, avec Vénus qui était rétrograde, parce qu'en fait, Vénus était devenue rétrograde à cette conjonction de Pluton le 19 décembre. Et elle est restée dans rétrograde jusqu'au 29 janvier, c'est-à-dire 40 jours, et c'est de là que viennent les fameux 40 jours de traversée du désert, en fait. Donc, il était question, avec cette conjonction Pluton-Vénus dans le Capricorne, de voir qu'est-ce qui était pas dans l'amour dans notre vie, tout ce qui était dans un désordre non amoureux dans notre vie, et tout ce qui, il était question d'aller très intérieurement en soi, pour comprendre ce qui n'était pas conforme à la loi d'amour, en fait, d'une certaine manière. Et au niveau collectif, je rappelle qu'au moment de ce solstice d'hiver, on fêtait, si on peut dire qu'on fêtait, on célébrait en fait les 30 ans de la fin de l'Union soviétique, de l'URSS, qui avait cette fin de l'URSS a été intervenue le 24 décembre 91, donc juste après le solstice d'hiver 91, et en fait avec une conjonction Pluton-Vénus également. Alors, c'était dans le Scorpion, mais c'était une conjonction Pluton-Vénus. Pour comprendre l'importance de ce Pluton dans le Capricorne, il faut se rendre compte que la dernière fois que Pluton était dans le Capricorne, c'était à la fin du XVIIIe siècle. Et il est passé dans le Verseau en 1778. Et à l'aube donc de la Révolution française et lors de la Révolution américaine. Et donc, lors des grands bouleversements et changements de régime, on est passé graduellement des anciens régimes vers des régimes démocratiques. Donc, ça a été des énormes bouleversements. Et maintenant, nous sommes en 2023. Ce même Pluton qui est rentré dans le Capricorne en 2008 va rentrer dans le Verseau en 2023. Et on est dans cette période tout à fait étonnante, en fait, où de 1939 à 2023, Pluton s'accélère dans sa course et fait en 84 ans la moitié du zodiaque. Donc, il passe du Lion au Verseau, la moitié du zodiaque en 84 ans, dans cette période où il accélère, alors qu'il avait mis 164 ans de 1778 à 1939. Donc, dans l'autre hémicycle zodiacal, en fait, il met quasiment 2 fois plus de temps que dans cette partie-là. Ce qui veut dire que nous vivons une période d'accélération de l'histoire depuis 1939. Au-delà du cycle de Pluton, il faut considérer ce qu'il en est des grands cycles. En 1892, s'est renouvelé un grand cycle de 500 ans de Pluton-Neptune. Et il nous amène au-delà de notre schéma d'ailleurs en 2385. Et là, on est resté sur la période montante de ce cycle, c'est-à-dire que jusqu'en 2140,
lors de l'opposition Pluton-Neptune. Nous arrivons en 2140 à l'opposition Pluton-Neptune, voilà. Donc là, on a la partie croissante de ce cycle de 500 ans de Pluton-Neptune qui est un cycle de changement, de renouvellement de paradigme. Et dans ce cycle de renouvellement de paradigme, en fait, il est analogue à la Renaissance, c'est-à-dire nous avons eu un cycle de la sorte qui a commencé en 1399 et qui nous a amené pendant les 2 siècles ensuite à la montée vers les changements de paradigme que nous a amené la Renaissance. Et là, nous sommes dans la période qui est absolument analogue à la Renaissance, cette période du sextile. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sextile? C'est-à-dire que dans cette période où Pluton s'accélère, il va au même rythme que Neptune. C'est-à-dire que rentrant dans l'orbite de Neptune, il va au même rythme que Neptune. Et allant au même rythme, ensemble, ils sont dans les sextiles pendant plus de 100 ans. C'est-à-dire de 1950 à peu près jusqu'à 2000. Là, on voit 32, 30, 40. Ça stagne et ils avancent ensemble. On peut dire qu'à la fois, ils travaillent beaucoup, mais ils se paralysent l'un l'autre. C'est un moment où stagnent les nouvelles valeurs et où le paradigme nouveau n'est pas encore arrivé, où on vit encore sous le rythme des anciennes et d'une certaine manière où les choses sont confuses et difficiles. Ce cycle-là est d'autant plus puissant que nous sommes certainement à la fin de l'ère des Poissons et au début de l'ère du Verseau, donc c'est particulièrement plus puissant qu'à la Renaissance en fait. D'où la confusion et une sorte de paralysie et de stagnation en même temps qu'il y a une accélération. Donc, tout le monde, de nos générations, depuis 39, subissent cette pression d'accélération d'histoire, tout en ayant un sentiment difficile que rien n'en sort. On se sent pressé, on se sent oppressé même, j'allais dire. On sent qu'on a beaucoup de choses à faire et on a l'impression que ça ne sort pas. Mais ça travaille à nous. C'est comme un accouchement en fait historique dont il est question. Moi, je trouve que c'est très plutonien en fait, parce que vraiment, il ramène à tout ce qui est incarné, tout ce qui va dans les profondeurs. Donc, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui nous ramène toujours à une réalité un peu lourde, un peu dense, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se transforment, mais le percevoir, c'est peut-être plus difficile dans la mesure où en plus Neptune est en même temps que Pluton, comme tu disais, enfin, ils sont quelque part un peu plus dans le même rythme et ils sont un peu tous les deux à se... Comment? Je trouve que c'est plus difficile de capter l'aspiration neptunienne quand le Pluton, il est comme ça, hyper dense, quoi. C'est ça, tu as tout à fait là dans l'explication astrologique, c'est-à-dire que on est sous la pression plutonienne et on n'a pas d'espace vers une aspiration neptunienne. Et donc, on est dans la confusion entre ce qui... on est dans une confusion d'une certaine manière, mais en même temps, on est dans un bain alchimique Oui. pour une transformation majeure et pour essayer de sortir un nouveau paradigme, en fait. Oui. Mais en fait, on est le creuset alchimique pour les générations qui vont arriver et hop, s'envoler. Oui. Mais ce contraste entre l'accélération de l'histoire et la stagnation, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très ressenti en ce moment. Donc, c'est assez intéressant de le resituer comme ça au niveau des grands cycles. Et on peut aussi aller regarder ce qui se passe au niveau du sextile, parce qu'il y a des petites particularités en plus. Pendant cette période des sextiles, il y a eu 2 renouvellements cycliques importants. Le renouvellement du cycle Pluton-Uranus en 65-66 qui a donné justement les fameuses sixties, les fameuses où on a vu que là, on a cru qu'on changeait de monde et qu'on arrivait dans un monde un peu plus fraternel, hein, celui du Verseau en quelque sorte, parce que ce cycle de Pluton-Uranus est un cycle extrêmement puissant, assez thermonucléaire et qui est un cycle de déconstruction et de reconstruction en quelque sorte. Il s'agit de déconstruire quelque chose d'ancien qui convient plus et de reconstruire quelque chose une aspiration nouvelle. Donc, on est dans une phase montante du cycle maintenant jusqu'en 2046-48. Voilà. Et on a un autre cycle qui a commencé en 93, c'est le cycle d'idéalisme, d'un nouvel idéalisme Uranus-Neptune. En 93, il a commencé. Et ce cycle-là qui nous donne en fait en quelque sorte des nouvelles idéologies
Le dernier était de 1820. On était dans les idéologies du 19e et du début du 20e siècle. Et maintenant, il s'agit de changer complètement d'idéalisme et d'idéologie. Et en 93, ce cycle a commencé dans le Capricorne. Donc, c'était des idéologies d'un nouvel ordre et on a vu comme au début comme idéologie sortir que un petit peu des idéologies autoritaristes parce que le Capricorne dans un premier niveau il s'agit très rapidement de poser une autorité. Ce qu'on voit aussi sur ce schéma, c'est que ce fameux cycle Pluton-Neptune là, de renouvellement de paradigme que tu évoquais, Fanchon, évidemment, il n'est pas tout seul à s'activer dans l'horloge céleste. On a par exemple un cycle assez important qui a démarré en 65-66, qui est le cycle Pluton-Uranus. Ça s'est renouvelé et en fait, ça a renouvelé une forme de... c'est un cycle assez thermonucléaire de destruction créatrice. Donc ça s'est renouvelé en 65-66, mais vous voyez sur le schéma qu'il y a également un autre cycle qui pour le coup là est un cycle de renouvellement de l'idéal et de l'utopie qui a démarré en 1993, c'est le cycle Neptune-Uranus. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans des phases dites montantes de ces cycles, donc il y a quelque chose qui doit émerger au niveau de l'humanité. Mais encore une fois, on est un peu dans cette phase de sextile, donc on a l'impression que ça stagne. Et moi, la sensation que ça me fait, c'est vraiment comme un petit chaudron alchimique où finalement, c'est comme si le ciel nous renvoyait des graines comme ça qui vont devoir s'enraciner et donner quelque chose. Mais pour le moment, on est un petit peu dans une sorte de flou artistique de qu'est-ce que ça va donner. On ne sait pas encore vraiment de quoi on va réussir à accoucher collectivement. En fait, les périodes de stagnation de 50-56, c'était les périodes de décolonisation. De 76 à 86, c'était toute une période de changement assez idéologique où on peut le repérer comme on était dans une sorte de néoconservatisme, de néolibéralisme qui surgissait, qui venait beaucoup d'Amérique et d'Angleterre, hein, du Royaume-Uni. Et on allait vers la mondialisation de l'économie. Et il s'est passé un événement majeur en 80, juste après cette stagnation de 76-86, c'est le turning point, le passage de Pluton à son périhélie, c'est-à-dire le moment où Pluton était au plus près de la Terre. Et en 89, et d'ailleurs cette date a été vraiment un turning point mondial. Germaine Houlé en parlait déjà au XXe siècle en disant que c'était un horizon de changement important. Et en fait, on a eu un très très grand changement, c'est-à-dire c'est le moment où on a eu l'effondrement du mur de Berlin et derrière l'effondrement de l'URSS qui est arrivé en 91. Et donc un événement majeur géopolitique mondial et où on a pensé qu'après l'effondrement du bloc communiste, c'était le monde unifié, j'allais dire, du libéralisme économique avait gagné le monde entier. Donc on est resté dans une phase assez de bienheureuse illusion jusqu'à 2020. Oui, 2020, c'est assez singulier comme date parce que effectivement, Fanchon, tu viens de pointer ce turning point de Pluton, mais on voit aussi qu'il y a des renouvellements de cycles. Et à partir de là, c'est vrai qu'on pouvait se dire, ah ça y est, on a basculé dans le nouveau monde. Et oui, mais c'est sans compter ce sextile qui continue et la date de 2020 jusqu'à 2032 à peu près, qui nous met dans le renouvellement de beaucoup de cycles. Vous voyez, en 2020, vous l'avez ici, on a eu le renouvellement du cycle Pluton-Saturne, Saturne-Jupiter, Saturne-Mars, Pluton-Jupiter. Donc, c'est considérable quand même comme renouvellement. C'est pour ça qu'aussi 2020 a été une année qui nous a un petit peu secoués. Et vous voyez que jusqu'en 2026-2032, eh ben, on va avoir un autre renouvellement Saturne-Jupiter, Neptune-Saturne, Uranus-Saturne, etc., etc. Et donc là, on entre dans un espèce de goulot d'étranglement, un petit peu, si on reprend cette métaphore de l'accouchement. Et ben voilà, ça nous questionne sur qu'est-ce qu'on va réussir à manifester collectivement. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais si l'image vous parle. Oui, puis moi, j'avais bien pensé franchement, je me rappelle quand on avait fait les cours sur le cycle collectif, tu parlais de 2020 comme une année tournant.
Et c'est quelque chose qui m'est resté parce que je trouve que c'est super parlant, même si on a peut-être un virage entre 2020 et 2032. Il y a quand même, j'ai l'impression vraiment cette idée de quelque chose qui clairement nous demande de nous orienter dans un sens ou dans l'autre, mais que quelque chose vraiment bouge, quoi. Et ça, c'était une image qui m'avait marquée et que j'ai trouvée très parlante et que je trouve encore très parlante dans ce qu'on vit, quoi. Alors nous, on sait que On fait des virages. ben oui, on sait que nous avons la pression du changement climatique qui est énorme, mais on dirait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que la partie du monde qui use et utilise ce monde au-delà du raisonnable, au détriment de l'autre partie du monde, n'arrive pas à se réduire. Et on dirait que les événements nous amènent à nous restreindre et à devenir plus sobres et plus collectivement responsables, en fait. Mais je dirais que c'est très puissant, ce changement autour de 2020. On a vécu le Covid, on a cru que c'était l'épreuve ultime et que après le Covid, on allait pouvoir rejouir du monde de façon, j'allais dire, libre. Et en fait, ben là, nous avons un autre événement de taille et extrêmement difficile qui nous arrive. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on a 2 cycles nouveaux, n'est-ce pas? En 2022, c'est vrai qu'on va avoir 2 changements de cycle majeurs, donc le cycle Neptune-Jupiter dont on va pouvoir parler et le cycle Saturne-Mars qui se renouvelle également en 2022. Et moi, ça me donne vraiment cette impression effectivement, Pluton qui essaye de nous amener à un véritable changement, à un véritable tournant. Et j'ai la sensation que si collectivement, on n'arrive pas véritablement à s'en saisir, bah, ça va taper de plus en plus fort, quoi. Comme dans une fin d'entonnoir, comme ça, où ben, c'est comme toujours, quand on résiste, ben, la vie va nous pousser plus fort, pousser plus fort, pousser plus fort, pour qu'on prenne vraiment la mesure et peut-être qu'on arrive dans ce changement de paradigme réellement, mais on sait qu'au niveau des consciences, ça se fait graduellement, quoi. Alors, c'est peut-être là qu'on peut s'interroger individuellement aussi, peut-être parce que cette conjonction de Pluton-Vénus en début d'année, qui faisait écho à cette conjonction Pluton-Vénus, alors c'est pas une conjonction qui est rare, puisqu'elle arrive quand même quasiment une fois par an, mais cette fois, elle est particulièrement importante parce qu'elle est restée efficiente de décembre jusqu'au fin février, début mars, au moment où a éclaté la guerre en Ukraine. Voilà la carte de la nouvelle lune du 2 mars, en fait. Sur cette carte de nouvelle lune, on voit que Vénus, qui était conjointe Pluton lors du solstice, revient à la conjonction, après sa rétrogradation, elle revient à la conjonction de Pluton, mais elle se trouve avec Mars. Alors déjà que Mars, Vénus sont assez énergiques et j'allais dire et peuvent être assez passionnés et belliqueux, conjoints à Pluton, on voit la puissance que ça peut avoir. Et en même temps, dans cette lunaison, on voit se rapprocher 2 cycles. En fait, le Mars va se rapprocher de Saturne pour faire un nouveau cycle dans le Verseau et Jupiter pour début avril, va se rapprocher de Neptune pour faire un nouveau cycle de 13 ans dans le Poisson. Je pense qu'il est important qu'on se rende compte que ça se passe dans le Capricorne et que c'est pas banal. La dernière fois, lors de la fin de l'Union soviétique, c'était Pluton conjoint Vénus dans le Scorpion. Donc, il fallait changer, il lâchait quelque chose, changer. C'était après le turning point, il y avait un gros changement qui était posé dans le Scorpion. Et dans le Capricorne, comme on a vu que c'était le moment où Pluton arrive dans le Capricorne, c'est le moment où il balaye les anciens ordres, comme on a balayé l'Ancien Régime à la fin du XVIIIe siècle. Il faut balayer les vieils ordres mondiaux d'une certaine manière et pour arriver à un nouveau. Mais conjoint à Vénus, c'est d'autant plus important que Vénus est le maître hiérarchique du Capricorne, et c'est-à-dire qu'on a comme un passage initiatique à vivre en fait, et individuellement et collectivement, c'est-à-dire passer de la raison, de l'ordre de la raison avec Saturne à l'ordre de l'amour avec Vénus. Qu'est-ce que toi, Marilène, toi qui au niveau individuel, qui a pu le constater auprès des individus qui l'ont vécu, comment ça se vit très puissamment depuis décembre chez les individus? C'est très intense, c'est très dense. Ouais, j'ai l'impression que vraiment, après, ça dépend où les gens sont par rapport à leur lien au cœur, je dirais à l'amour pour eux, pour les autres, mais ça vient vraiment bousculer des notions
puissante de notre affectif individuel. Et à un niveau collectif, on voit bien comment on est un peu secoué aussi dans des notions de paix, d'harmonie, de choses qu'on croyait peut-être acquises et qui finalement le sont peut-être beaucoup moins que ce qu'on croyait. Mais c'est vrai qu'au niveau individuel, on sent vraiment, je trouve, une densité et les gens, j'ai l'impression qu'ils sentent cette espèce de comme une urgence à sortir des vieux schémas, à lâcher des choses, à se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. Moi, j'ai senti vraiment ça chez les gens que j'ai pu voir en consultation. Oui. Oui, et à la fois, j'ai vraiment cette impression que ceux qui ne ressentaient pas forcément cette urgence de transformation et de passage de la raison à l'amour se font initier, pour reprendre le terme, un peu malgré eux, parce que c'est vrai que Pluton, au milieu du couple Mars-Vénus, il y a comme un déchirement de quelque chose, un espèce de renoncement à faire pour voir quelles portes après vont pouvoir s'ouvrir à la suite. Mais je sens qu'individuellement, ça peut être très douloureux, en fait. On ne va pas se mentir. Il y a une sortie du désert, certes, mais pour rencontrer finalement une nouvelle initiation. Et alors, bien sûr, les énergies collectives nous poussent aussi à cela. Mais voilà, je pense que pour les individus, c'est peut-être rassurant juste de se dire, OK, c'est OK, en fait. C'est logique, c'est normal. Et il faut qu'on passe par ce goulot d'étranglement et ces renoncements, peut-être, pour reprendre de l'air. Et puis c'est cette notion, tu disais, de la vie comme face à un mur. Et pour moi, Pluton, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, souvent, on croit que c'est un mur. Et puis, on se rend compte que si on arrive à lâcher prise sur ce qui nous est plus essentiel, on se rapproche de quelque chose de nous de plus profond. Et à ce moment-là, c'est plus un mur, c'est juste une porte qui nous libère et qui dit « Ah, je suis enrichi ». Mais par contre, tant qu'on est contre le mur, on trouve pas ça très rigolo, quoi. Non. C'est un mur fantôme. Ouais. mais il est là quand même. Ouais. Il est là quand même, et puis on se rend bien compte que ça explose, ça fait imploser certaines formes de manifestation pour qu'on en trouve d'autres. Et c'est toi, Marilène, qui disait en off l'autre fois que c'est certainement que cette nouvelle lune de Mars, enfin surtout cette conjonction Mars-Vénus-Pluton, nous prépare au changement de cycle qu'on va avoir en avril. Donc, il y a quelque chose c'est cellulaire aussi. Donc, tu disais aussi, Faustine, de gens qui ont déclenché des maladies. Et moi, j'ai vu ça aussi dans mon entourage, comme si ça agissait vraiment pour certains dans les cellules, quoi, dans les profondeurs, et que c'est le corps qui dit quelque chose finalement. Et ça questionne les unions aussi, la relation entre les êtres, comment est-ce qu'on se positionne les uns avec les autres. Et au niveau collectif, c'est un petit peu pareil, puisqu'on a le choix de considérer un ennemi ou un adversaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et de dialoguer ou de se faire la guerre parce qu'on n'arrive pas à dialoguer. Et on est vraiment là-dedans. Et peut-être il faut qu'on regarde ces cycles, qu'est-ce qu'ils nous disent, parce que on va renouveler un grand cycle de Jupiter-Neptune alors dans le Poisson, en fait. Effectivement, la carte de l'équinoxe, elle nous permet de voir avec un petit peu plus de précision ce Mars qui va rejoindre Saturne et former son nouveau cycle dans le Verseau, et Jupiter qui va rejoindre Neptune pour former son cycle dans le Poisson. Et ces deux cycles-là, ils vont être assez majeurs, et même le cycle Saturne-Mars, qui est un cycle assez court de 2 ans, peut-être ce qu'on peut noter d'emblée, c'est que ce cycle, la dernière fois qui s'est enclenché, c'était en 2020, et c'était dans le Verseau. Et là, à nouveau, on se retrouve avec un cycle dans le Verseau. Donc, il y a comme quelque chose, il y a comme une insistance. En fait, c'est ça. En fait, Saturne, chaque fois qu'il refait un cycle avec Mars, il travaille un signe pendant 4 ans, puisque les conjonctions à Mars, ces cycles il y a 2 fois 2 ans dans un même signe. Donc, ça travaille le Verseau depuis 2 ans. La dernière fois, ça nous a amené le Covid. Et cette fois, ça semble nous amener la guerre, d'autant plus que je crois que le symbole de ce cycle est assez significatif. Je crois qu'on l'a, le symbole du cycle nous parle d'un ours qui agite ses 4 pattes. Et donc, évidemment, on voit l'ours russe qui semble être
blessé est devenu furieux, d'une certaine blessé certainement du démantèlement de sa puissance passée de cet ancien grand pays qui était l'URSS et qui se met à devenir furieux. Donc, et là, c'est pour 2 ans apparemment, mais ça risque d'aller au-delà. Et alors après, le symbole de ce cycle, le symbole sabian de ce cycle, il nous parle quand même vraiment d'éducation. Donc on parlait d'initiation tout à l'heure, hein, mais c'est là un peu la même symbolique. Il y a une éducation à faire et à se rappeler que l'âme doit être notre formatrice. Hein, donc ça rejoint un peu ce passage. C'est pas là s'éduquer par la raison, par la confrontation, c'est essayer d'englober que notre âme trouve à englober notre incarnation véritablement. Donc on va voir ce qu'on arrive à sortir de ça, mais bon. C'est vrai qu'entre celui de Saturne-Mars là et cette symbolique-là et celui de Jupiter-Neptune qui nous amène à trouver des limites aussi quelque part, mais à nous relier à plus grand, on dirait qu'on nous demande vraiment de lâcher des choses et de dépasser un certain niveau de conscience pour atteindre, pour évoluer, pour s'ouvrir, pour je sais pas quoi, mais on nous demande vraiment une espèce de bascule, j'ai l'impression quand même. Collectivement, individuellement. Et ce Jupiter-Neptune qui est en Poisson, donc justement, c'est un cycle de 13 ans. Le précédent cycle Jupiter-Neptune était à la fin du Verseau, il était en 2009. Là, c'est un cycle qui nous amène 13 ans plus loin. Et on dirait qu'on est, je dirais, dans le Poisson, il peut sembler assez dangereux en fait. Comment on peut au niveau collectif, parce qu'il peut être très, très, très porteur d'illusions et d'un idéalisme très poisson, c'est-à-dire avec les anciennes valeurs de l'ère des poissons, d'une certaine manière, qui est la raison du plus fort un peu, hein, parce que vraiment, on peut dire que l'ère des poissons a été une ère de rationalité, où on est arrivé chacun à une individualité de conscience, mais où on est resté encore trop dans la raison. Et donc, ce Jupiter-Neptune, là, comment vous le voyez l'une et l'autre dans le Poisson? Moi, c'est vrai que j'aurais tendance si on peut se permettre de donner un conseil, j'aurais tendance à vouloir l'aborder avec pas mal de prudence et de mesure, parce qu'effectivement, c'est un cycle qui peut être très intéressant au niveau de notre spiritualité, de notre mystique, etc. En revanche, au niveau collectif, ça peut emmener des excès pas possibles. Donc, peut-être c'est un cycle avec lequel il faut se poser, respirer. Ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, sa symbolique, elle nous parle quand même de devoir accepter en conscience les limites pour pouvoir donner à sa vie son plein sens. Je trouve que cette idée de limite, de frontière, en fait, et de ce qu'on est capable d'accepter de renoncer en termes d'absolu, c'est ce qui va nous permettre de donner forme aux choses. Et que ça demande, je trouve, un alignement, un temps de réflexion et de pas... C'est vrai que quand je vois passer comme ça sur les réseaux, oh, Jupiter-Neptune, ça y est, nouvelle réalité, nouveau monde, ça y est... Bon, prenons aussi la mesure en fait de ce qui se joue plus largement, quoi. Parce que pour moi, Neptune et le Poisson, c'est un peu pas la même chose, mais il y a un peu cette idée que c'est tellement vaste et tellement grand que nous, à notre échelle humaine, on met du temps, on comprend pas très bien. Comme Neptune qui nous amène vers des choses très subtiles, très hautes de nous, on peut avoir du mal à le capter, ça peut mettre du temps avant de s'incarner dans le corps et qu'on comprenne. Et moi, je me dis, avec ce cycle Jupiter-Neptune en Poisson, est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là où peut-être on peut avoir tendance à s'emballer, mais en fait, c'est peut-être des choses tellement grandes et tellement subtiles aussi qu'il faut qu'on prenne le temps vraiment de se laisser imprégner de ce que ça va nous faire penser et trouver de nouveau. C'est-à-dire que Jupiter-Neptune, c'est un idéal, c'est de l'idéal, hein, et dans le Poisson, alors que Neptune est maître des poissons, que Jupiter était un ancien maître des poissons, on a une sorte d'idéalisme unitaire qui est considérable. Alors, associé à un Pluton Capricorne, ça donne des tendances à faire l'unité par la force. Et puis Pluton est deuxième et troisième maître des poissons, donc est-ce qu'il n'est pas aussi encore en train de... Il est en train de nous dire, est-ce que vous allez faire une union par la force ou est-ce que vous allez faire une union par l'amour, en fait? Ouais.
Et en fait, on est là dans les derniers, j'allais dire, j'espère que c'est les derniers, mais rien n'est jamais le dernier, il y a toujours à travailler quelque chose. Mais on est peut-être dans des grands soubresauts de l'ère des poissons, avec cette grande vague scélérate un peu de Jupiter-Neptune qui nous arrive d'ailleurs par une guerre et un retour de la guerre en Europe, d'une certaine manière. C'est une espèce de retour d'idéalisme unitaire qui arrive par l'autorité. Donc, qui arrivent par les empires ou les nationalismes ou toutes ces choses-là, alors qu'il est question de créer une unité de l'humanité d'une certaine manière et se rendre compte que, qu'est-ce que tu disais de ce symbole de Jupiter-Neptune? Il est question c'est des individus sur une île, le symbole de ce cycle, C'est une petite île, sur une petite île au milieu de l'océan, des gens vivent en étroite osmose. Donc, est-ce que ça ne nous parle pas de notre belle terre bleue vue d'en haut de l'espace? Là, on est comme sur une île et on est en train de se battre au lieu de ensemble travailler à ce qui est urgent. Bien sûr. Oui, c'est certain. Et puis, mais j'ai la sensation que individuellement, il y a des choses qui sont en train de s'engrammer quand même au niveau de cette conscience, parce que là, si je regarde un peu autour de moi, j'ai vraiment la sensation que là, les gens sont encore un petit peu dans une forme de sidération, quoi. On est un peu dans cet océan des poissons et on est là et on est un petit peu flottant comme ça. Et finalement, c'est ce qu'on voit sur la carte de l'équinoxe d'ailleurs, hein, si on veut parler un petit peu de ça. Vous voyez sur cette carte, on se rend compte à quel point le poisson est bien habité, hein, Mercure, Jupiter, Neptune, et c'est surtout la maison 7, ce qui signifie qu'il y a quelque chose dans la relation à l'autre d'assez chargé, quelque chose qui demande à se recycler. On peut ressentir comme une espèce je ne sais pas si vous l'exprimeriez comme ça, mais de pollution qui vient de plus large que nous. Et on est obligé de dealer avec ça. Ça me fait un peu cette impression-là. Et on voit avec ce soleil bélier qui est en 8, une exigence à nouveau de transformation, quoi. Oui, parce que l'équinoxe qui devrait nous amener du renouveau, en fait, puisque l'équinoxe de printemps, c'est le moment où dans le bélier, ça s'élance, en fait, c'est en maison 8, ça veut dire qu'on ne peut pas s'élancer. C'est qu'avant de pouvoir s'élancer, c'est presque de nature scorpion, il faut revenir, il faut faire le point, il faut laisser quelque chose de côté et avancer autrement, pas de façon belliqueuse. En fait, ça peut être un peu intéressant quand même d'avoir un soleil bélier en 8, hein. Oui. Ça peut calmer l'ardeur du bélier, de belliqueuse du bélier, mais... Ouais. Après, c'est vrai que le soleil sera en bélier quand il y aura cette conjonction Jupiter-Neptune, donc peut-être qu'à un niveau individuel, ça va nous permettre de ne pas non plus trop nous perdre, parce que le poisson, il y a aussi cette idée de dissolution, d'absolution, donc ça répare, ça guérit aussi quelque chose en nous sur des niveaux profonds de nous-mêmes, mais du coup le bélier il peut peut-être éviter qu'on plonge dans cette espèce d'osmose et au contraire le bélier lui il est incarné il fait des choses, il impulse, il a une énergie de feu, donc peut-être que ça peut en tout cas à un niveau individuel être plus facile à vivre au début, je sais pas. Peut-être après cette lune carrée Pluton, peut-être ça peut être important ça pour chacun d'entre nous de se rappeler que là l'émotionnel peut être quand même assez brassé, il y a quelque chose de très exigeant. Donc pareil, pas de panique si on est si on se retrouve à être un petit peu challengé, bousculé intérieurement, c'est normal et c'est vraiment pour nous amener à aller voir plus loin, plus profond, pour redéclencher quelque chose, quoi. En tout cas, il faut essayer de faire attention à un surcroît d'idéalisme ou de désespoir, en fait, hein, parce que le pendant de l'idéalisme, c'est le désespoir, en fait. Mais parce que si l'idéalisme de l'ère des poissons n'a amené que des guerres. Et oui. Et des confrontations d'idéaux différents à travers les religions ou les idéologies.
Et donc là, moi, je dirais qu'il y a quelque chose avec ces deux cycles. L'un qui se lance pour 13 ans dans le Poisson et l'autre qui se lance pour 2 ans dans le Verseau, suite à celui de 2020. On est vraiment amené, Pluton étant dans le Capricorne, on est dans les derniers signes collectifs, on est en train de faire un bilan. Oui. Le Poisson, c'est le signe des bilans. Oui. Et en fait, on fait un bilan individuellement et collectivement de notre état intérieur et de l'état du monde également. Et puis c'est parfaitement appuyé par un cycle, un aspect dont on n'a pas encore parlé, mais qui est majeur, c'est ce fameux cycle Uranus-Saturne. Alors, on en parlait déjà en 2021, puisqu'en 2021, on avait le dernier carré exact de ce cycle. Hein. Là, c'est ce que vous voyez matérialisé en rouge ici. Et ce qui veut dire qu'il y a quand même des prises de conscience à faire majeures, un tournant à prendre, encore une fois, pour aller prendre conscience et manifester quelque chose de l'ordre de notre génie. Et ça, c'était exact en 2021, mais tout 2022, on est quand même encore travaillé par ça, quoi. De quoi vous prenez conscience et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en forme? C'est-à-dire que ce dernier carré de ce cycle Uranus-Saturne nous amène justement à 2032, c'est-à-dire si on va sur la courbe des cycles, on se rend compte que, d'ailleurs, le rapport du GIEC nous dit bien qu'on a jusqu'à 2032 pour prendre un petit peu une direction pas trop catastrophique, hein, pour redresser la barre. Et 2032, ça sera ce renouvellement du cycle Saturne-Uranus. Et donc là, on sera peut-être sorti du goulot d'étranglement de ces années 2020-2032 et on va peut-être pouvoir s'élancer vers la pleine lune du cycle Pluton-Neptune, c'est-à-dire pour essayer de formuler ce fameux nouveau paradigme qui est sans doute un paradigme beaucoup plus unitaire que précédemment. Le précédent paradigme du cycle précédent, c'est le paradigme du cycle précédent, c'était un paradigme scientiste et extrêmement, qui séparait vraiment la science de la conscience, et le paradigme nouveau nous appelle à faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'objectif et le subjectif, et entre la science et la conscience, on peut dire. Donc, peut-être au niveau individuel, se rappeler qu'on est pris et brassé par des énergies collectives qui nous dépassent, et s'offrir, je pense, un temps vraiment de respiration et d'alignement, de vraiment rester dans son axe, parce que c'est seulement à partir de notre axe qu'on va pouvoir manifester quelque chose, mettre quelque chose en route. Et là, on est dans différents courants, donc un temps de respiration au centre, je pense. Et puis garder son axe comme ça, et puis laisser Neptune, Jupiter en Poisson nous donner leurs grandes inspirations, leurs aspirations qui vont forcément nous apporter, mais en les faisant vraiment descendre dans la matière et en s'ancrant avec peut-être l'aide de Saturne-Mars qui auront fait leur cycle en Verseau, là, qui eux ont une tonalité bien plus ancrée dans la matière, plus réaliste, pragmatique. Et voilà, de voir ce que ça donne. Et qui amène, ancré, quoi. Oui, parce que ça amène les limites du réel. Oui. On revient avec Saturne-Mars dans les limites du réel et faire confiance à ce qui nous arrive. Je pense que cette idée de réel, c'est bien que tu la ramènes, parce qu'avec l'idéalisme là qui nous attend, de renouvellement en avril, de garder ce point de repère du réel. Quelle est la réalité? Pas les trucs qu'on imagine, pas le nouveau paradigme, ça y est. Oui, mais il faut l'incarner dans le réel. Et ça peut être un bon jalon, un bon repère. Ouais, sûrement. On dirait qu'en fait, le cycle Saturne-Mars nous amène des limites d'une certaine manière et nous ramène au réel. C'est-à-dire, et cette guerre, malheureusement, nous ramène tous à du réel. Ouais. C'est-à-dire à nos limites et à ce qui est vraiment le tragique de la vie humaine qu'on a peut-être oublié.
et qu'il faut assumer comme il faut assumer quel était le symbole là des quatre pattes de l'ours. C'était le symbole de savoir éduquer notre nature en fait. Oui. Ce réel pourrait nous aider à éduquer notre nature et à devenir des êtres meilleurs et plus fraternels les uns envers les autres. Ça fait peut-être la balance entre le poisson, cette idée d'amour comme ça inconditionnel, et le Saturne-Mars Verseau plus concret. Donc justement, ce qu'on disait autour de la raison et de l'amour, il y a peut-être quelque chose autour de ça qui peut s'équilibrer et dire oui, bah, je suis un être rationnel, raisonné, pragmatique, mais je suis dans l'amour et j'ai pas raison face à l'autre. Je suis dans la relation à l'autre. Peut-être que ça peut aussi faire un échange d'énergie intéressant. Parce que quand il y a la guerre, c'est une lutte des raisons, c'est-à-dire c'est la raison du plus fort qui va parler. La guerre nous ramène à la raison du plus fort. Et en fait, il faut sortir de cette notion de raison du plus fort. On dirait que là, on est poussé dans cette question de raison du plus fort pour arriver à autre chose, à un sentiment vraiment de fraternité. Et là, on a affaire à une guerre quelque part fratricide qui, d'une certaine manière, pourrait nous amener de façon difficile, mais peut-être radicale, à un sentiment de fraternité plus global. Oui. Oui, puis il y a certainement de toute manière un équilibre réel à trouver depuis cette chute du mur de Berlin, où on a cru que ça y est, les antagonismes tombaient et qu'on trouvait un ordre géopolitique parfait. Là, il nous est renvoyé encore une opposition entre un néolibéralisme et le communisme. Et quel équilibre, déjà au niveau individuel, hein, quel équilibre on peut conscientiser et trouver au milieu de ça, quoi, sans rebâtir des murs, en acceptant certes les dualités, mais sans rebâtir des murs qu'il faudrait aller fracasser comme ça. En tout cas, faisons confiance à une intelligence supérieure. L'intelligence de l'amour qui est sans doute derrière et qui guide quelque chose. Je dirais qu'on est presque dans un état de sidération comme les réfugiés ukrainiens le sont actuellement, ou tous les Ukrainiens le sont. Et c'est-à-dire parce qu'on a perdu l'idéal, on n'a pas devant nous une idée ou un idéal de ce que pourrait devenir le monde. En fait, peut-être on peut essayer de se l'exprimer à partir des courbes des cycles, parce que les cycles sont là et c'est peut-être ce que va nous amener le cycle Jupiter-Neptune, une vision nouvelle, un idéalisme nouveau, mais ça devrait être un idéalisme unitaire, c'est-à-dire c'est peut-être cette question d'unité mondiale. On ne fait pas l'unité parce qu'il y a un belligérant qui a disparu, mais on fait l'unité parce qu'on s'inclut tous. Ouais. Je pense que c'est ça que tu voyais ou... Oui, je trouve cette idée assez intéressante. En tout cas, ça colle bien avec ce que moi j'observe au niveau des individus, c'est-à-dire qu'il y a un état comme les réfugiés, en quelque sorte, un état de sidération psychique un petit peu, qui est presque, pour certains, plus fort que ce qu'on a eu pendant le Covid, qui a pu générer des états de sidération. Bien là, il y a à nouveau un petit peu ça, et en t'écoutant, je me dis... pourquoi pas individuellement faire une petite pratique, là, tout début avril ou à la pleine lune, pourquoi pas, de reposer des intentions claires à manifester. Ça peut être une petite pratique méditative intéressante. J'ai l'impression que ça peut être, pareil, un bon jalon. Pourquoi pas. On a besoin de poser des aspirations à défaut d'idéal et d'avoir devant nous une perspective. Sinon, on n'arrive pas à avancer, en fait. Oui, et puis une perspective qu'on va pouvoir mettre en action. Pas juste se dire, ah, je veux la paix dans le monde. Ça, je crois qu'on y aspire tous, mais de se donner peut-être, même individuellement, des petits objectifs où on va pouvoir manifester véritablement nos aspirations, quoi. Soit le changement que tu veux pour le monde, et go. Et oui, et puis même si le monde ne change pas tout de suite, on a vu cette histoire un peu de creuser, on est quand même en train de préparer ça, quels que soient les petits gestes, les actions qu'on met en place, ça prépare la suite. En tous les cas, si vous avez envie d'approfondir le sujet, vous avez un très bon article de Fanchon qui est disponible sur le site et qui met vraiment le focus là sur cette crise et ce que nous renvoie
cette guerre en Ukraine. Donc voilà, on vous mettra le lien dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y voir. Et on se retrouvera cet été, au solstice d'été, faire un petit peu le point, le bilan. Et je ne sais pas comment vous le sentez, mais je pense qu'on y verra sans doute un petit peu plus clair. On aura déjà des débuts de manifestation de ce qu'auront donné les cycles qui se déclenchent en avril. Je pense que ce sera plus évident de s'aligner et de voir ce qu'il en est. À bientôt et merci.